Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Mérand, directeur scientifique du Cerium, professeur de sciences politiques et votre animateur. Aujourd'hui à l'émission, coup d'État au Myanmar entre résistance et répression. Le 1er février 2021, la junte militaire birmane, commandée par le général Min Aung Hlaing, orchestre un coup d'État contre le Parlement. La principale responsable politique du Myanmar, Aung San Suu Kyi, est arrêtée et emprisonnée. Ce coup d'État militaire fait suite aux élections du 8 novembre 2020, largement remportées par la Ligue nationale pour la démocratie, l'ALND, le parti fondé par Aung San Suu Kyi lors des manifestations de 1988. Les militaires justifient leur intervention en affirmant restaurer la démocratie face à des élections frauduleuses. Depuis, un mouvement de désobéissance civile s'est formé pour contester le coup d'État et demander le retour d'Aung San Suu Kyi. Les heurts entre manifestants et l'armée ont escaladé à la fin février et en mars 2021. Plusieurs manifestants sont morts ou ont été emprisonnés. La dictature militaire n'est pas chose nouvelle au Myanmar. Ces derniers monopolisent le pouvoir depuis 1962. La répression et la violence font partie de leur modus operandi, et cela dès la création du gouvernement militaire. En 2008, la Tatmada, nom officiel des forces armées birmanes, change la constitution, se réservant 25% des sièges au Parlement et interdisant aux nationaux mariés à des étrangers ou ayant des enfants étrangers de se présenter. Cet article a été spécialement écrit pour empêcher Aung San Suu Kyi, mère de 2 enfants britanniques, d'accéder à la présidence. Aung San Suu Kyi, surnommée la Dame de Rangoon ou Yangon, est la fille d'Aung San, fondateur des forces armées birmanes et architecte de l'indépendance du pays. Elle n'a que 2 ans lorsque celui-ci est assassiné, moins d'1 an avant le retrait des troupes britanniques et l'indépendance en 1948. Prix Nobel de la paix en 1991, la Dame de Rangoon cumule plus de 15 années d'assignation à résidence pour son combat démocratique. Elle est libérée en 2010, ce qui lui permet de se présenter aux élections partielles de 2012 et législatives de 2015. La transition démocratique au Myanmar prenait petit à petit forme. Mais la crise des Rohingyas et son escalade en 2017 viennent rappeler au monde les tensions interethniques au sein du pays. Plus de 700 000 Rohingyas, habitant l'état d'Arakan à l'ouest du pays, fuient au Bangladesh, pays voisin. Les exactions de la junte militaire contre la minorité musulmane sont critiquées sur la scène internationale. Un rapport de l'ONU accuse l'armée de génocide. Contre toute attente, Aung San Suu Kyi soutient la junte. Sa réputation sur la scène internationale est ternie. Symbole déchu d'une démocratie tant espérée et étouffée dans l'œuf, Aung San Suu Kyi se retrouve une nouvelle fois prisonnière. Pour nous éclairer sur la question en Birmanie ou au Myanmar, nous recevons aujourd'hui Alexandre Pelletier, qui est chercheur postdoctoral au Centre d'études internationales Einaudi de l'Université Cornell, qui est aussi un ami du Cerium et un spécialiste de la région. Bonjour Alexandre Pelletier, bienvenue à Arrêt sur le monde. Bonjour. Alors commençons par un exercice d'explication. Au Myanmar, avant le coup d'État, il y avait un président, Win Myint, une chef de facto, Aung San Suu Kyi, et un chef des armées, Min Aung Hlaing. Quel est le rôle de chacun avant le coup d'État? D'accord. Donc, il faut comprendre que le Myanmar, avant le coup d'État, est un régime semi-démocratique, c'est-à-dire un régime conçu par et pour les militaires par le biais de la Constitution de 2008, qui a été adoptée par le biais d'un référendum, je crois, à près de 95% de support, donc orchestré essentiellement par le militaire pour finalement partager le pouvoir avec les civils. Donc, il faut comprendre que le régime au Myanmar, à partir de 2010, là où il y a eu des élections qui sont tenues, n'est pas un régime démocratique, mais plutôt un régime de partage du pouvoir entre les militaires et les civils. Pour faire une histoire courte, le système au Myanmar est donc un système parlementaire. Il y a 2 chambres, mais dans les 2 chambres, il y a un minimum de 25% des sièges qui est réservé aux militaires. Donc ça, c'est un premier élément. Les militaires conservent le contrôle de plusieurs ministères clés, donc la défense, les affaires intérieures et les frontières. Il y a notamment 2 clauses dans la Constitution qui préservent, finalement, qui empêchent un partage du pouvoir complet avec les civils, c'est-à-dire la clause 59F qui empêche Aung San Suu Kyi de devenir présidente du pays. Non pas seulement elle, mais toute personne qui a de la famille, finalement, qui n'est pas citoyen du Myanmar.
Et puis, la clause 436, finalement, qui est un droit de veto aux militaires à tout changement constitutionnel. Et ça devient très important pour comprendre le rôle de chacun de ces personnages-là au Myanmar. Donc, la constitution du Myanmar est centralisatrice, ce n'est pas une constitution fédérale. On donne des pouvoirs symboliques aux provinces, mais le pouvoir est essentiellement concentré dans la capitale, Naypyidaw, et dans certains ministères clés, notamment contrôlés par les militaires. Et puis, dans les dernières années, la démocratie au Myanmar a vu un déclin en termes de liberté d'expression et une faible institutionnalisation des institutions politiques, des trois pouvoirs. Donc, qui est Aung San Suu Kyi? Aung San Suu Kyi est la leader de facto du Myanmar, donc un poste créé tout spécialement pour elle au lendemain des élections de 2015, puisqu'elle ne peut pas devenir présidente du Myanmar selon la Constitution, comme j'ai mentionné. Donc, on crée un poste tout spécialement pour elle, qui est un poste de grosso modo, l'équivalent d'un poste de premier ministre dans une constitution comme au Canada, dans un pays comme le Canada. Donc, elle est de facto leader et Win Myint est le président, mais c'est un pouvoir essentiellement symbolique. Donc, les présidents qui ont occupé la position de président depuis 2015 ont essentiellement été sans pouvoir, puisque le pouvoir a été réellement assumé par Aung San Suu Kyi. Et Min Aung Hlaing, de son côté, est le chef d'État, chef des armées, le Tatmadaw. Alors, on va venir au coup d'État un peu plus tard, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de Aung San Suu Kyi. Beaucoup de gens connaissent peu ou pas du tout le Myanmar, mais généralement, le nom d'Aung San Suu Kyi est connu parce qu'elle a obtenu le prix Nobel de la paix. On l'a affublée du titre de la Dame de Rangoon. On dit qu'elle est très admirée par sa population. Elle a aussi été critiquée par rapport à la gestion de la crise des Rohingyas, et en fait à la répression de la minorité Rohingya dans son propre pays. Et vous l'avez appelée la chef de facto. Est-ce que c'est son titre officiel ou est-ce que ça s'explique par un rôle vraiment unique dans l'histoire de ce pays? Alors oui, Aung San Suu Kyi vraiment représente l'histoire du Myanmar et les tribulations de la démocratie, si on veut, au Myanmar. Et puis son destin tragique est un peu à l'image de la démocratie au Myanmar, malheureusement. Donc, Aung San Suu Kyi revient au pays en 1988. D'abord, elle est née en 1945. Son père, c'est Aung San, un grand général qui a négocié l'indépendance du pays, mais qui a été assassiné très rapidement avant l'indépendance du pays. Autour des événements d'indépendance du pays. Donc, Aung San Suu Kyi porte le nom de son père, Aung San, qui est un général très bien vu, très apprécié du peuple du Myanmar. Et puis, donc, elle, finalement, rapidement quitte le Myanmar, va étudier à Londres. Elle est en Inde avec sa mère qui est diplomate. Et puis, elle va à Londres et revient finalement au Myanmar en 88 pour prendre soin de sa mère qui est malade. Et puis là, elle est projetée au devant de la scène politique, puisque dans les années 80, fin des années 80, 88 plus particulièrement, il y a un mouvement populaire qui se soulève contre le régime, notamment suite à la dénomination, suite à l'annulation de certains billets de banque. Donc, il y a des conflits sociaux qui émergent. Et puis, le régime de Ne Win est en train de perdre littéralement le contrôle, finalement. Et puis, on l'invite à faire un discours devant la pagode de Shwe Dagon, qui est pour quiconque est allé au Myanmar et à Yangon, le symbole principal de la ville, donc qui trône au centre de la ville. Donc, elle fait un discours pro-démocratique. Là, elle est projetée au devant de la scène. Et puis, rapidement, on l'invite à se présenter. Elle forme un parti politique parce que les militaires, à ce moment-là, décident de tenir des élections. Elle se présente aux élections. Elle est chef du parti et elle gagne un raz-de-marée. Finalement, les élections gagnent le raz-de-marée. Et puis, rapidement, les militaires disent qu'ils ne reconnaîtront pas le résultat des élections. Et grosso modo, pour les 15-20 prochaines années, elle va passer de période de prison, ou principalement en résidence surveillée. Et puis, donc, elle est finalement politiquement neutralisée pendant la plus grande partie des 2 décennies qui suivent. Alors, on voit qu'elle a été populaire sur le plan démocratique. En même temps, les tensions avec les militaires sont anciennes. Il y a eu plusieurs juntes. La junte actuellement, et on va venir au coup d'État, n'est pas nécessairement la même que celle qui avait déjà interrompu ces premières élections dont vous avez parlé. Cette tension entre Aung San Suu Kyi, qui l'a empêché de devenir officiellement première ministre, d'être en pleine maîtrise du jeu politique, et les forces armées, notamment le commandant actuel, Min Aung Hlaing, comment vous décririez d'abord leurs forces respectives dans ce jeu et puis comment est-ce que leurs relations ont évolué au cours des derniers mois, ce qui nous amène au coup d'État le plus récent?
Oui, voilà. Ben, en fait, c'est une relation très inégalitaire, puisque après le coup de 1988, les militaires prennent le contrôle du processus de démocratisation finalement au Myanmar. Donc, on peut dire que la Constitution de 2008 et les événements qui surviennent aujourd'hui sont finalement le résultat de 20 ans de travail des militaires pour créer une constitution par laquelle ils peuvent s'assurer de garder le pouvoir en minimisant finalement le pouvoir d'Aung San Suu Kyi. Donc, ils prennent rapidement conscience aux élections de 1990 que Aung San Suu Kyi, le pouvoir d'Aung San Suu Kyi est pratiquement est très difficile à battre. Donc, si le jeu est ouvert, démocratique et libre, les militaires comprennent que battre Aung San Suu Kyi sera extrêmement difficile. Donc, ils s'attardent à partir de 90 à, si on veut, créer une constitution qui leur permettra de partager le pouvoir avec les civils, mais sans donner tout le pouvoir aux civils, puisqu'ils ont des intérêts immenses à conserver à l'intérieur du jeu politique. Donc, il faut comprendre que les militaires au Myanmar, comme dans plusieurs pays, sont plus que des militaires, finalement. Ils sont responsables également, et si on veut, ont des intérêts économiques, que ce soit des intérêts économiques licites ou illicites, particulièrement au Myanmar, où on a le commerce du jade, par exemple, un commerce qui vaut plusieurs milliards de dollars par année. Les ressources naturelles, le pétrole. Les militaires ont des entreprises liées à leurs intérêts. Donc, les militaires ont un intérêt intrinsèque à conserver le pouvoir qui va au-delà de la question, finalement, de l'ajout démocratique. Donc, à partir de 90, on essaie de créer un système qui va protéger les intérêts des militaires tout en partageant le pouvoir avec le NLD ou Aung San Suu Kyi. Et dans les années 2000, on parvient à faire adopter une constitution, qui est la Constitution 2008, qui, comme je vous l'ai décrit, finalement protège les militaires. Mais ce que les militaires avaient mal anticipé, peut-être, c'est la popularité d'Aung San Suu Kyi dans ce jeu démocratique. Donc, à partir de 2010, on rouvre l'espace politique. Maintenant que la Constitution de 2008 est adoptée, protège les intérêts des militaires, on se permet de rouvrir l'espace politique. On organise des élections en 2010. Le NLD décide de boycotter les élections, puisqu'on a des doutes réels sur la qualité des élections qui auront lieu. Et en 2010, donc, est élu le parti affilié aux militaires. Donc, pour l'instant, tout va bien en 2010. En 2012, il y a des élections partielles qui sont organisées. Et puis là, Aung San Suu Kyi décide de se présenter avec son parti, le NLD. Et là, je crois qu'il y avait 40 sièges en jeu, ras-de-marée du NLD. La panique s'installe au sein du régime, puisque là, soudainement, on se rend compte que la popularité d'Aung San Suu Kyi ne faiblit pas dans le jeu politique. Et puis finalement, les élections de 2015 sont organisées. Et puis là, c'est un ras-de-marée de Aung San Suu Kyi, de la NLD. Et ça nous amène aux élections de 2020 qui ont eu lieu tout récemment. Et puis là encore, non seulement le NLD réussit à battre le parti affilié aux militaires, qui est le USDP, non seulement il réussit à le battre, mais il réussit à améliorer ses scores électoraux par rapport à l'élection précédente. Donc, pour les militaires, l'anxiété s'installe réellement à partir de 2015 et particulièrement 2020. Donc, on voit que l'histoire que vous racontez, c'est celle de victoires démocratiques successives du parti d'Aung San Suu Kyi et d'un autre côté, les militaires qui perdent du terrain. Est-ce que de ce point de vue, le coup d'État le plus récent était écrit dans les cartes ou ça a été une surprise pour vous? OK. Donc, ce n'est pas tout à fait une surprise. D'abord, il faut comprendre que la Constitution de 2008 inclut une clause qui permet aux militaires de reprendre le pouvoir en cas de crise. C'est d'ailleurs la clause qu'ils ont évoquée pour reprendre le pouvoir après le coup tout récent. Donc, est-ce que c'était prévisible? Je crois que les militaires ont surestimé leur popularité auprès de l'électorat. Donc, ils étaient convaincus en 2010 qu'ils réussiraient par la jeu politique à gagner sur les forces démocratiques du NLD. Donc, à ce niveau-là, ils ont fait un mauvais calcul de leur puissance électorale. Et puis, il était de plus en plus clair, particulièrement après les élections de 2020, qu'il devenait difficile pour le parti qui est affilié aux militaires, le USDP, de gagner par la voie électorale. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que le coup n'était pas entièrement une surprise pour les observateurs, puisqu'on savait que les militaires commençaient à être inquiets. Dans les dernières années, par exemple, simplement la création du poste de leader de facto d'Aung San Suu Kyi était déjà là, si on veut, un entaille à la Constitution de 2008 qui prévoyait ne pas donner de pouvoir à Aung San Suu Kyi. Et puis, à l'intérieur de la Constitution de 2008, Aung San Suu Kyi avait proposé différents amendements. Donc, avec le soutien au NLD qui était croissant, il devenait de plus en plus difficile pour les militaires de justifier, si on veut, d'apposer leur veto à toute transformation
constitutionnelle. Donc, à ce niveau-là, c'est clair que pour les militaires, l'ajout démocratique ou le système politique qu'ils ont mis en place par le biais de la Constitution 2008 devenait de moins en moins satisfaisant. Donc, il était clair que pour eux, un coup devenait une option tout à fait possible. Alors, au moment où on enregistre cette émission, les militaires ont repris la main au Myanmar. En même temps, il y a presque tous les jours des manifestations assez importantes en soutien à la démocratie qui sont réprimées dans le sang. Et je voudrais qu'on se penche maintenant un petit peu sur la réaction de la communauté internationale ou des puissances étrangères. Beaucoup de pays démocratiques en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi en Asie, ont dénoncé la junte militaire. Il y a d'autres pays comme la Russie qui, au contraire, semblent appuyer cette junte militaire. Et il y a la Chine, un allié historique de la Birmanie, un pays très, très proche pour des raisons culturelles, économiques et stratégiques, dont on a un peu de mal à lire le jeu entre soutien et critique à ce régime militaire. Comment expliquez-vous la place du Myanmar sur le grand échiquier mondial? Alors, je crois que pour comprendre l'enjeu en ce moment, il faut comprendre l'importance du Myanmar pour la Chine. D'abord, le Myanmar, c'est la porte d'accès vers l'océan Indien, donc une position géostratégique importante. On sait que les Chinois, par exemple, veulent construire un pipeline, un port en eau profonde, qui leur permettrait d'avoir accès au pétrole du Moyen-Orient directement par l'océan Indien, plutôt que passer par le sud de l'Asie et finalement faire le tour de l'Asie pour retourner en Chine. Donc, de ce point de vue-là, le Myanmar est clé dans la stratégie de la Chine que d'avoir accès aux ressources du Moyen-Orient. Donc, le Myanmar est également clé pour la Chine en termes de commerce et en termes de ressources naturelles. La cour arrière de la Chine, l'économiste l'a nommé ainsi récemment, mais donc il y a des ressources naturelles, le jade, les produits de foresterie, ressources naturelles, et aussi également une main-d'œuvre énorme, finalement, pour les entreprises chinoises. Donc, pour la Chine, le Myanmar était d'une importance clé. Donc, la réponse de la Chine n'est pas entièrement surprenante. Au début du coup, en février, on a soupçonné que la Chine était derrière le coup, que c'était orchestré par Beijing, et puis qu'il y aurait eu même du support technique envoyé au Myanmar pour favoriser finalement la fermeture d'Internet, le contrôle des populations. Mais c'est plutôt, en fait, je ne souscris pas réellement à cette hypothèse du coup orchestré par Beijing. On sait que le Myanmar, les tensions, finalement, les sanctions économiques qui sont imposées dans les années 2000 par les pays occidentaux finissent par étouffer le Myanmar au point où il se jette littéralement dans les bras de la Chine, donc devient un des uniques partenaires commerciaux de la Chine. Donc, il y a différentes personnes qui ont émis l'hypothèse que l'ouverture de 2003 et finalement l'adoption de la Constitution 2008 avait en fait pour but de contrebalancer le poids de la Chine dans l'économie du Myanmar. Donc, il serait douteux, finalement, que le Myanmar se relance littéralement dans les bras de la Chine. Ceci étant dit, pour la Chine, le Myanmar est un espace d'investissement. Donc, pour eux, ils vont favoriser davantage la stabilité politique à un type de régime en particulier. Donc, que ce soit le régime démocratique ou autoritaire, l'important pour la Chine, c'est de pouvoir y arriver à faire leurs investissements. Donc, probablement que le scénario le plus problématique pour la Chine, c'est de voir le Myanmar s'embraser dans une guerre civile. Un modèle à la Syrie, par exemple, où là, ce serait tout simplement impossible de faire quoi que ce soit au pays. D'ailleurs, je crois que la Chine avait environ projeté 6 milliards d'investissements en infrastructure dans les prochaines années au Myanmar. Donc, pour eux, l'inquiétude, c'est de voir le Myanmar s'embraser. Donc, d'où la réponse un peu mitigée, finalement, de la Chine. D'un côté, évidemment, on ne rejette pas on ne rejette pas le coup militaire, ou on n'encourage pas la démocratie au Myanmar pour des raisons de politique interne, certainement. Et puis, de l'autre côté, on se satisfait du régime qui sera en place. Mais je crois que pour la Chine, l'important, c'est finalement de retrouver la stabilité le plus rapidement possible. Ce que je comprends finalement, c'est que d'une certaine manière, la Chine ne mise pas nécessairement sur le succès à long terme de la junte militaire. La situation n'est pas encore réglée en Birmanie de ce point de vue. Tout à fait, tout à fait. Donc, pour eux, le succès de la junte militaire, pour eux, c'est plutôt la stabilité à long terme qui sera importante. J'aimerais en terminant, Alexandre Pelletier, qu'on parle de la question
des minorités ethniques au Myanmar. Avant même le coup d'État, on a beaucoup parlé de l'enjeu du traitement des Rohingyas et on a critiqué Aung San Suu Kyi à ce moment-là puisqu'elle avait plutôt pris le parti des forces armées qui mènent une campagne de répression assez violente à l'endroit des Rohingyas, mais ce n'est pas la seule minorité ethnique au Myanmar et la question ethnique a toujours été très importante dans l'histoire politique de ce pays. Or, vous allez bientôt faire paraître un ouvrage sur la question des minorités ethniques au Myanmar. J'aimerais que vous nous en disiez quelques mots de manière à ce qu'on comprenne bien comment cette question-là permet aussi de comprendre les enjeux démocratiques au Myanmar aujourd'hui. Oui, alors merci de l'opportunité. Le livre se nomme Winning by Process, The State and Ethnic Conflict in Myanmar. Et puis, donc, vous avez raison de dire que finalement, la question ethnique est centrale à l'histoire même du Myanmar. Donc, il n'y a pas juste la question démocratique, mais il y a aussi la question des conflits ethniques. En fait, le Myanmar, depuis plus de 60 ans, est en guerre avec soi-même. Le Myanmar est composé à majorité de Bamar, 70%, mais aussi dans les périphéries du pays, de plusieurs minorités ethniques, dont les Chin, les Kachin, les Karen. Donc, toutes ces minorités ethniques-là se sont fait promettre, grosso modo, avant l'indépendance, qu'ils auraient un système fédéral pour accommoder leurs différences ethno-culturelles, mais aussi leur donner une autonomie politique et économique. Mais après l'indépendance, ces promesses-là ont été complètement bafouées. Donc, il a démarré un cycle de guerre civile, finalement, de groupes ethniques qui se sont opposés au gouvernement central, à l'expansion du pouvoir dans les périphéries du pays. Donc, la stratégie principale du pays a été de mater, finalement, les rébellions ethniques depuis le début, ce qu'on a appelé dans le livre « Winning by War ». Mais il y a, à partir de 2010, un changement de stratégie intéressant, en fait, qu'on juge, qui mérite d'être expliqué. À partir de 2010, les militaires adoptent une nouvelle approche, celle de signer des cessez-le-feu bilatéraux, un cessez-le-feu multilatéral, national, le premier du genre dans l'histoire du pays. Ils tiennent une conférence qu'ils appellent le Panglong du 21e siècle, qui a pour but de renégocier les bases du pays dans le respect de la Constitution de 2008. On fait une certaine décentralisation culturelle, on permet aux langues ethniques d'être enseignées pour la première fois depuis les 20 dernières années. Et on a un parti qui est l'ANLD, qui est soutenu fortement par les minorités ethniques en périphérie. Donc, les astres sont grosso modo alignés en 2010 pour réellement parvenir à une solution satisfaisante pour les groupes ethniques dans leur intégration au sein du Myanmar. Mais ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'à 10 ans après l'adoption de cette stratégie-là, les conflits et les négociations sont au neutre. Il n'y a plus rien qui avance. Donc, les groupes armés sont ni en guerre, ni en paix avec le gouvernement central, mais plutôt dans un état latent d'attente. Alors, notre question, c'est qu'est-ce qui explique ça, en fait? Et qu'est-ce qui est gagné derrière finalement cette prolongation d'une période sans guerre ni paix? Et le livre montre en fait que le gouvernement et le Tatmadaw ont été mieux à même d'atteindre ses objectifs à long terme par le biais de cette période-là que par la guerre. Donc, winning by process, le processus dans ce cas-ci, c'est le processus de paix, plutôt que winning by war. Et on montre que dans le fond, on développe 5 mécanismes dans le livre que je vais vous épargner, mais on montre que ces mécanismes-là ont réussi à neutraliser les groupes armés et les groupes ethniques mieux que par la guerre. Donc, par neutraliser, on entend qu'ils ont empêché les groupes armés de retourner en guerre, mais tout en minimisant le nombre de concessions réelles, économiques et politiques faites aux groupes. Donc, voici l'argument en général du livre. Donc, le livre se base sur plus de 7 ans de recherche terrain au Myanmar dans différentes régions du pays et on est très excités finalement de pouvoir voir ce livre être publié d'ici 2022. Alors, une question rapide. Est-ce qu'aujourd'hui, ces groupes ethniques ont plutôt tendance à soutenir la junte, à soutenir le mouvement démocratique ou à rester en retrait? Alors là, c'est très intéressant, en fait. D'abord, ils ne sont pas en retrait, ils sont opposés à la junte militaire, la nouvelle junte militaire. Et puis, ce qu'on voit, c'est le même phénomène que dans les années 80, c'est-à-dire des gens quitter la région centrale du pays pour aller rejoindre les groupes armés dans les périphéries, particulièrement l'Union Karen, le KNU, qui, selon certains dires, aurait gagné plusieurs milliers de membres à l'intérieur des dernières semaines, de gens qui vont se joindre à la rébellion ethnique pour quitter finalement l'oppression des militaires au centre du pays, dans les principales villes. Donc, ils ont tendance à rejeter la junte militaire, mais en même temps, certains de leurs intérêts veulent qu'ils maintiennent aussi une approche pragmatique face au gouvernement, puisqu'ils savent très bien que
Si le gouvernement revient et se réinstalle avec une constitution similaire à celle de 2008, ils devront composer avec ce gouvernement-là. Et puis, leurs intérêts à moyen et long terme sont peut-être mieux servis en ayant une approche plus pragmatique envers la junte militaire. Donc, c'est pour ça qu'on voit, dans certains cas, des groupes ethniques armés attendre et, dans d'autres cas, être plus agressifs envers la junte militaire. Merci infiniment pour cet éclairage, Alexandre Pelletier. Nous sommes contents, nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'expertise de gens comme vous au Québec à propos de pays qui sont encore trop mal connus. C'est ce qui conclut malheureusement notre émission sur le Myanmar. Merci à l'équipe technique, aux recherchistes et aux partenaires, le Cerium, l'Agence France Presse et Savoir Média, qui nous permettent pendant quelques instants de faire un arrêt sur le monde. À très bientôt.